sa politique de protection de l'environnement. Pyramide FM. Pyramide FM, la radio en plus grand. Les 12 de Lyon à Tué sur 105.5. Quand la terre a tremblé en Turquie et en Syrie, on a pensé un moment que ce sont les habituelles répliques qui ont atteint le Togo à la lecture du rapport d'audit du Fonds de riposte et de solidarité Covid-19. Visiblement, il n'en est rien puisque ceux qui exploitent le rapport l'ont mal lu. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. Dimanche ordinaire, au cours d'une semaine ordinaire qui s'achève, même si de nombreux Togolais avaient cru que le rapport des fonds Covid était une forme de séisme loin de l'épicentre turc. Les prédictions entendues vont rester des prédictions sans doute. Il était dit que Faure Gnassingbé était très fâché, que les têtes vont tomber, que ce scandale ne restera pas impuni. Jeudi, le gouvernement a mis fin aux lectures des uns et autres interprétations des autres, même si le président de la Cour suprême ironisait dans un autre cadre parlant de corruption au Togo comme le second sport national. Le gouvernement dit prendre acte du rapport d'audit de la Cour des comptes et se réjouit même de ce que ce rapport considère que les dépenses relatives aux mesures barrières de riposte sanitaire sont conformes, régulières et sincères. Ce que certains considèrent comme un scandale n'aura finalement pas fait de victimes, pas pour l'instant en tout cas. Ce n'est malheureusement pas le cas en Turquie et en Syrie. Là-bas, la terre a réellement tremblé. Les immeubles se sont vraiment écroulés comme des châteaux de cartes. Les hommes et les femmes ont trouvé réellement la mort par milliers. Des estimations situent le nombre de décès à plus de 28 000 morts. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Connaîtra-t-on un jour le nombre exact de personnes tuées durant ce tremblement? Au Nord Togo, on sait que des civils sont de plus en plus tués par des combattants terroristes. Il s'agit clairement d'escalade. Les djihadistes forcent de plus en plus les verrous de l'extrême nord. Alors, que devons-nous faire dans l'extrême sud? En vérité, à Lomé, la principale préoccupation semble porter sur la date du 15 février 2023. Dans 72 heures, en principe, les boutiques conteneurs n'auront plus rien sur leurs étalages puisqu'elles devront commencer par être enlevées. Le désencombrement des abords des principales routes de la capitale est maintenu. Quelle solution pour tous ces commerces et structures d'affaires par ces temps de conjoncture économique difficile? Les prix des produits restent chers. Presque plus personne ne parle de vie chère puisqu'elle n'est plus une nouveauté. Les familles se sont accommodées, plus de dépenses essentielles, moins de plaisir. La Saint-Valentin respectera-t-elle les mêmes tracés? Ce dimanche, c'est l'association sportive de la COSASCO qui va commencer par tracer son avenir dans la phase de poule de la Coupe de la CAF. À Lomé, les champions du Togo auront besoin du soutien des Togolais pour venir à bout des Égyptiens de Futur FC. Le Futur sera aussi au menu du meeting de l'ANC ce dimanche. Et pour nous en parler, le secrétaire général adjoint du parti EDEM, Attanti. Les numéros du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Oga Koudoyor. EDEM, Attanti, bonjour. Bonjour cher ami. Comment vous allez? Dieu merci. Ça fait un bail. Oui, ça fait un moment. Mais pourtant nous sommes là. L'essentiel, c'est que vous êtes dans ce studio ce midi pour cette émission qui va être consacrée en partie au meeting que vous organisez dans quelques heures, donc cet après-midi. La première question qui me vient à l'esprit, c'est de vous demander d'abord si le meeting est maintenu. Si, le meeting est maintenu. Nous avions adressé entre-temps une lettre d'information au ministère de l'administration territoriale qui a pris du retard pour réagir. Ce ministère a fait des observations sur l'emplacement qui avait été proposé par l'ANC. Le ministère pense que c'était un emplacement qui est proche de la rue principale, la voie sud-nord, nord-sud, puisque c'est à côté du terrain d'Agoyivé, l'ancien cimetière qui avait été dégagé. Aussitôt, nous avons proposé un autre emplacement qui est derrière l'école primaire publique d'Agoyivé Centre, juste à côté des rails, et c'est là où nous sommes actuellement. Tout le dispositif est fin prêt
pour le meeting à partir de 14 heures. Je pose la question parce qu'on sait ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers temps, pour dire tout coup, il était difficile d'organiser les rassemblements de ce genre. C'est pourquoi très j'ai peur. difficile, même jusqu'à hier, jusqu'à ce matin. Et cette décision prise, je crois que le ministère n'a pas fait un feedback aux agents chargés de la sécurité qui étaient arrivés aussi sur le terrain. Bon, finalement, on s'est entendu que tout va bien. Je viens de là. Les gens se préparent. Certains qui prennent déjà d'assaut les lieux. On verra. À 14 heures, les choses vont démarrer. Racontez-nous un peu ce que vous avez vu en venant, puisque vous avez dit que les gens commençaient pas à y aller. Non, au fait, je dis que puisque nous avons déplacé le lieu de meeting de la place qui est face à l'église évangélique presbytérienne vers derrière l'école centrale, donc l'installation de tous comment on les appelle, les hangars sont faits, les choses sont disposées. Je crois que la police et la gendarmerie aussi sont là, j'en ai discuté, on en a discuté, et puis tout va bien. C'est ce que j'allais dire. On sait que l'ANC est un habitué des manifestations et vous avez connu la traversée du désert, si on peut le dire comme ça. Est-ce que cela vous a manqué? Quoi? Les meetings? Les meetings, les manifestations, ça fait un bon bout de temps. Oui, quelle est la mission d'un parti politique? La mission d'un parti politique, c'est d'organiser les réunions publiques et privées pour informer, sensibiliser, voire former les militants, voire former les populations. Si les conditions ne sont pas réunies dans ce Togo, depuis l'élection présidentielle de 2020, il y a un blocage systématique. Ça n'a pas été facile pour qu'on organise les meetings de Bé à Godomé, le meeting avec Pozoé, le dernier meeting d'Akassimé. Mais depuis près de 6 mois, on a programmé le meeting d'Aguayévé et ça n'a pas eu lieu. Malgré les relances qui ont été faites, mais ça n'a jamais eu lieu. Ce n'est qu'aujourd'hui, depuis près de 6 mois, que bon, ça semble tenir. Donc dans un pays où les choses s'organisent de cette manière, on empêche l'opposition de manifester, on empêche l'opposition de parler aux populations, on empêche l'opposition de dire aux populations qu'elle n'est pas d'accord. Je crois que ça ne marchera pas. Si l'opposition ne dit pas ce qui ne marche pas, est-ce qu'ils pourront se corriger? Dans un pays où il n'y a pas l'opposition, les choses ne marchent pas. Et après, nous en sommes là. Nous sommes là à piétiner et rien ne marche dans le pays. Tout ce qui se passe, aucune responsabilité de pouvoir en place pour corriger, pour censurer pour les gens qui commettent des fautes. Et nous en sommes là. Et le sous-développement commence pas, je dirais que c'est commencé, se développe de plus en plus au détriment du développement. C'est dommage que nous soyons là dans ce pays. C'est dommage. Vous dites qu'on empêche l'opposition, mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que le Togo, comme l'ensemble de la planète, a traversé une période difficile, la Covid-19. Et sur cette période-là, il était très difficile de se rassembler. Et puis après, il y a toute cette menace sur la sous-région ouest-africaine, la menace djihadiste, vous le savez. Oui, je le sais. Donc le gouvernement ne s'est pas levé de son bon vouloir pour empêcher les manifestations. Non, le gouvernement ne peut pas s'accrocher à cela. Bon, quand on prend par exemple le cas du Covid, un homme qui meurt, c'est déjà un problème. Et lorsqu'on parle de 2-3 personnes, c'est déjà un problème. Mais dans les pays où les gens sont morts, le Togo n'a pas connu une telle situation. Mais pourtant, dans ces pays-là, il y a des manifestations. Quand je prends le cas de l'Europe, de la France, des États-Unis, bref, de l'Europe, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Mais pourtant, au jour le jour, il y a manifestation. Aujourd'hui en France, des manifestations avec les retraites depuis près de 2 semaines. Les gens sont dans les rues. Bon, nous prenons le cas des djihadistes dans le Sahel. Est-ce que nous vivons la même situation que les Sahéliens? Mais pourtant, les dispositions sont prises par les forces armées de sécurité pour permettre aux populations de s'exprimer. Mais est-ce que ça chaque Mais pays? on ne peut pas. Non, s'il vous plaît. Nous sommes aussi des hommes. Ce n'est pas une affaire de pays. Nous sommes des hommes. Au Togo, comme dans ces pays-là aussi. Les Burkinabés sont des hommes comme nous. Les Maliens sont des hommes comme nous. Vous voyez, les Guinéens sont des hommes comme nous. On n'a pas à dire que chaque pays a son problème. C'est une question d'hommes. Mais ils ne sont pas des Togolais. Non, ils ne sont pas des Togolais. Mais les responsables togolais, les autorités togolaises doivent prendre les dispositions pour que ce qui rentre dans les normes de la démocratie soit fait. Mais est-ce qu'il n'est pas donné à chaque responsable justement de prendre les dispositions?
en jugeant éventuellement l'étendue des menaces qui sont sans doute ces menaces spécifiques à chaque pays. Mais c'est plutôt de la dictature. On empêche l'opposition de s'exprimer pour garder le pouvoir là. On garde le pouvoir, on ne fait rien du pouvoir. Non, mais vous On ne garde le pouvoir. pouvez pas dire ça aussi. Non, comme on ça. fait rien, mais je dis quoi? Ben, je le dis en toute responsabilité. Mais on gère le pouvoir, on gouverne le pays. Vous gérez mal le pouvoir. La preuve, le dossier est là, le dossier du fonds de gestion de Nous en Covid est parlerons. là. On en parlera tout à l'heure. On s'est accroché au pouvoir, on ne fait rien du pouvoir. Les gens ont fait, les gens ont fait, les gens ont fait. À peine aujourd'hui au Togo, on arrive à manger une fois le jour. Difficilement, les gens arrivent à manger une fois le jour. On se lève, on tourne, et c'est à partir de 16h, 17h qu'on donne quelque chose à manger Non, mais aux cette enfants. caricature- Qu'on donne... Mais ça vient d'où? Quelle caricature? C'est ce que vous venez de dire, Oui. que les gens mangent à 16h. Vous, par exemple, vous avez déjà mangé, sans doute, une Mais première fois. écoutez, je mange avec mes enfants aussi difficilement. Mais ça se voit pas. Mais qui Mais vous ça dit? se voit pas. Qui vous dit? Puisque vous êtes tout beau, là. Mais oh là là, je suis désolé. Je suis désolé. Mais à rentrer dans les familles, moi je viens d'une tournée avec des collègues. Nous venons d'une tournée dans le pays. Mais j'ai vu ce qui se passe. J'ai constaté que les Togolais sont dans la misère. J'ai constaté que les gens mangent à peine une fois dans la journée. Mais avec ça, nous allons où là? Nous allons où, cher ami? Mais il faut que le pouvoir en place prenne ses responsabilités. Quand on est incapable de gérer le pays, on crée les conditions, c'est-à-dire on établit les normes en matière électorale pour permettre la transparence des élections, pour partir dans la transparence, partir par la grande porte ouverte, partir par la responsabilité. On ne s'y accroche pas éternellement. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui est si grave, est si lamentable que moi j'ai honte même de rencontrer les autorités togolaises. Parce qu'ils en sont conscients. Nous avons parmi eux des gens avec lesquels nous discutons en catimini. Mais qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles nous disent que vraiment, elles sont désolées, ces personnes-là. Elles sont membres du pouvoir en place. Elles sont membres du parti au pouvoir. Mais elles disent qu'elles sont désolées. Mais ce qui se passe, ce n'est pas la peine. Les gens ramassent les sous dans l'administration comme on veut. Et personne ne peut corriger. Personne ne peut corriger. Personne n'est capable de lever le petit doigt pour dire, même jusqu'au chef de l'État, est-ce que depuis là, avec tout ce que les gens ramassent là, dans l'administration générale, est-ce qu'on n'a jamais arrêté quelqu'un? On n'a jamais traduit quelqu'un au tribunal? Non, ce que vous voulez dire là, cela suppose que le Togo est suffisamment riche là, pour qu'il y ait de l'argent quelque part. Le peu qu'il y a, comment dit-on? Que les gens ramassent. Les gens ramassent. Revenons sur votre tournée. Vous parlez de tournée, vous avez vu sans doute, c'est ce que vous êtes en train de décrire, Oui. des choses difficiles à l'intérieur du pays. Donc quand vous faites une comparaison avec Lomé, cela suppose que c'est mieux ici à Lomé. Oh là, je n'ai jamais dit ça. Non, mais en fait, c'est ce que je me pose comme question. Non. Écoutez, rentrez à l'intérieur des quartiers. Moi, je suis dans Anguera. Je suis dans Anguayévé. Au quotidien, je sais ce qui se passe. Quand vous faites un tour avec des amis, vous faites semblant, vous allez discuter avec des amis à la maison. Et ce que nous constatons, vous voyez, quand vous rentrez dans un domicile, la première observation que moi, je vais voir le foyer. Le foyer. Est-ce qu'on a mis le feu aujourd'hui? Est-ce qu'on a préparé aujourd'hui? Et quand vous causez avec un petit, mais chez moi, je rencontre des cas où des petits de 5-10 ans, déjà partis de 9h là, mais ça traîne dans la maison, je suis obligé de prendre mes responsabilités. Il en est ainsi partout. Mais à l'intérieur du pays, c'est encore pire. Parce qu'il y a ce problème-là de production agricole. Mais lorsque ça ne va pas, vous voyez ce que ça coûte le maïs aujourd'hui? Vous savez ce que ça... Alors que jusque-là... Et quel est le prix aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait déjà 650-700 francs. Le petit bol. 650-700 francs. Combien de foyers sont à même de le faire pour supporter leur famille? Mais ça pose un sérieux problème. Ça pose d'énormes problèmes. Les gens ils ne sont plus capables. Ils n'ont plus les moyens intellectuels, techniques, psychologiques, moraux pour gouverner ce pays. Ils ont tout perdu. Non, mais... Ils en sont conscients. Mais quand vous dites ça... Ils en sont conscients, c'est vrai. Vous parlez du Togo là? Je parle du Togo là. Je parle du Togo. Non, mais en fait, quand vous parlez... De chez moi. Certains penseraient que vous parlez de l'Afghanistan, puisque Non, le non. Togo, le Togo a ses institutions qui fonctionnent. Oh là là, les institutions fonctionnent. On sait comment les institutions fonctionnent. On sait comment les institutions... Mais quel est votre regard justement sur le fonctionnement de ces institutions, puisque ces derniers jours, par exemple,
avec le forum des producteurs agricoles, ce que nous voyons comme rapport, ce qui est présenté à la télévision nationale. Est-ce que c'est pas encourageant tout ça? Vous me faites rigoler là. Vous voyez, chaque fois là, quand les choses se passent chez moi, je me pose toujours la question de savoir si ce que les gens disent là, est-ce que c'est vraiment le Togo? Est-ce qu'on parle vraiment du Togo? Ou bien on veut toujours continuer par bluffer, tromper les Togolais? Et pour dire qu'on avance alors qu'on est en train de reculer? Alors qu'on est en train de reculer? Je vais vous donner un exemple très simple. Là. La dernière fois, ils ont lancé un concours de recrutement à la douane. C'est ça, vous vous rappelez. Et il paraît qu'ils devaient recruter 200 jeunes bacheliers. Et dans les dossiers, ces jeunes devaient présenter ce qu'on appelle le diplôme et non l'attestation du diplôme. Ouais. Il faut avoir au moins 25 ans pour être éligible. Mais je vous assure, c'est en cours du processus que les choses ont changé. On dit 25 ans, qui m'est passé par la tête pour dire que le désordre, il y en a partout dans ce pays. Rien n'est organisé, rien n'est contrôlé, rien n'est censuré. Non, mais ça c'est votre lecture aussi. Oui, moi je suis les choses. Parce que ceux qui dirigent le pays, sans doute qu'ils ont d'autres lectures, ils contrôlent, ils censurent sans doute, puisqu'il n'y a pas très longtemps, on a appris qu'un certain nombre de personnalités ont été arrêtées. Donc, on entend, et sans doute qu'ils censurent. C'est une conséquence de la malgouvernance. Revenons à ce meeting-là, qui visiblement va avoir lieu cet après-midi. Est-ce qu'on peut dire que définitivement, ce passé-là que vous décrivez comme étant un passé visiblement douloureux, ce passé est derrière nous ou pas? Ou vous avez toujours des craintes? Non, on a toujours des craintes. Ouais, je dis tout à l'heure que je venais d'une tournée avec une équipe de l'ANC. Moi, j'étais dans les plateaux Est. Et le problème se pose quand vous allez même dans certaines communes du pays, telles que quand je prends par exemple l'Ogou, l'Anier, et vous êtes incapable, vous n'avez pas les moyens pour faire des manifestations. Vous ne pouvez pas tenir des réunions politiques. Quand je prends la zone de Glito, le canton de Glito, dans Anier 2, quand je prends le canton de Achinendi, dans Anier 2, mais les chefs cantons empêchent les réunions publiques. Quand je prends, par exemple, le canton d'Asrama, dans le Hao, mais écoutez, mais à Asrama, c'est sérieux là. À Asrama, le chef canton n'autorise aucun parti politique à faire une réunion, même une réunion privée. Même une réunion privée. Les populations, on a même interdit aux populations de louer même des chaises et des bacs aux partis politiques qui veulent manifester. Vous voyez jusqu'à quel niveau nous sommes dans ce pays-là? C'est-à-dire qu'un parti politique qui veut tenir une réunion, qui a envie de louer des chaises pour les invités, le chef canton a même interdit à ceux qui louent les chaises-là de faire allocation au parti politique. Vous ne pouvez rien faire. Même une réunion privée, vous ne pouvez même pas tenir cette réunion-là. Tant à Asrama, dans le canton d'Asrama, dans le Hao, tant dans le canton d'Achinendi, dans l'année 2, le canton de Glito. Donc, vous dites, tout ça là, mais qu'est-ce que le pouvoir fait? Finalement, vous avez fait votre tournée, et même si vous n'avez pas pu tenir un certain nombre de rassemblements, quel est le point que vous faites après cette tournée-là? Est-ce que vous avez pu discuter avec et les chefs cantons, et les maires, et les préfets, éventuellement le ministère? Une synthèse est en train d'être faite, et nous allons rendre compte au ministère pour que les décisions soient prises. Surtout, on en parlera au cours de nos réunions en grève inter-togolais de partis politiques qu'on appelle CPC, pour voir ce que le gouvernement va proposer pour régler ces problèmes un peu partout. On sait que cette année, il va y avoir des élections. Sûrement qu'avec élection rime avec rassemblement. Oui. Et que vous retournerez sans doute à Slama, à Tinedi, en fait. Je profite, Glito, tout ça là. Je profite pour connaître ces noms-là, parce que c'est des noms que je ne connaissais pas. Ah bon? Je connaissais ça pas. fait déjà environ 100 km de la ville de Tapamé, au niveau de... comment on appelle ça, le fleuve, comment on appelle ça? En fait, c'est un truc un peu en profondeur. C'est un petit village. Non, c'est de gros villages. C'est de gros villages. Mais qui sont mal connus. Ah oui, bon, peut-être. Mais ça aussi, c'est un autre problème des Togolais. Les Togolais, ils sont au Togo. Ouais, la plupart sont à Lomé. Ils ne connaissent pas l'intérieur. Ils ne sautent pas.
Atinendi, c'est un gros village. Et Glito, c'est un gros village. Et comment on dit-on? Aslama aussi, c'est un gros village. Qui est déjà... Oui. Donc, ce n'est pas de petits villages. C'est pas de petits villages. Vous avez l'habitude d'organiser vos manifestations, la plupart, dans la commune de Lomé, et spécifiquement dans Golfe 1, Oui. et parfois dans Golfe 4. Là, vous arrivez dans Guenivé. Je ne sais pas s'il y a une explication à ce choix-là que vous avez fait pour cet après-midi. Non, notre parti, vous n'êtes pas sans le savoir, que c'est un parti qui gère 133 fédérations sur le plan national. Nous avons 130 fédérations à l'intérieur du pays et 3 fédérations internationales. C'est pour dire qu'il n'y a pas de point au Togo où le parti n'existe pas, où il n'y a pas un bureau fédéral. Ce bureau fédéral est subdivisé en sections. Les sections, c'est les cantons. Et en sous-sections, ce sont les villages et quartiers de ville. Vous voyez ce que ça donne? Ce qui veut dire que nous sommes libres d'organiser nos manifestations partout sur le plan national. À Guenivé, nous avons demandé aux fédérations de s'organiser. Je crois qu'à Guenivé, il y a 3 fédérations d'à Guenivé qui sont prêtes. Et c'est pourquoi nous avons engagé ce processus de cette manifestation-là à Guenivé 1. Quand vous évoquez les fédérations, j'ai pu noter que vous avez des fédérations internationales. Et il n'y a pas très longtemps, on a eu un certain nombre de difficultés liées au fonctionnement de ces fédérations. On a même entendu que certains anciens membres de ces fédérations demandaient la démission du bureau politique ou du bureau directeur ou du bureau national. Oui. Et quelle est la suite de cet imbroglio-là à l'ANC? Vraiment un imbroglio. Non, en fait, moi je pense que c'est normal. Hein. Dans un parti aussi grand comme l'ANC, c'est normal que des militants réagissent autrement que la majorité du parti. Et si vous avez 133 fédérations et que dans une fédération, il n'y a que quelques éléments qui portent haut leur voix pour contester le bureau national. Le bureau national est en train de s'organiser pour se prononcer sur ce cas-là. D'abord, des contacts ont été pris, on a discuté avec certaines personnes parmi eux, et très prochainement, le bureau va se prononcer sur la question. Bien, peut-être que nous aurons la chance, si vous venez ici très prochainement, nous aurons les réponses par rapport à cette difficulté-là. Mais globalement, là, les regards que les Togolais portent sur votre parti, ces regards ont beaucoup évolué. Oui. L'ANC était présentée comme la force montante, l'éventuel successeur du parti au pouvoir. Oui. Mais aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes relativement malade. Certains pensent que vous êtes convalescent. Certains disent même que vous êtes finissant. Oui. Mais est-ce que vous voulez bien rétablir une certaine vérité? Non, moi je dis que, vous savez, sans risque de se tromper, la lutte a trop duré. La lutte là, au Togo, elle a trop duré. Si l'ANC vit une telle situation aujourd'hui, ce n'est pas la faute à l'ANC. Ça fait déjà 10 ans que l'ANC est là, en partant de l'IFC. C'est pratiquement les mêmes personnes, les mêmes têtes. Et que certaines personnes ont pensé qu'il fallait faire disparaître l'ANC avant que leur parti ne monte, ou bien elles ne prennent le pouvoir. Bon, c'est tant mieux que l'ANC soit convalescente ou pas. Toujours est-il que nous travaillons pour établir les choses, ce qui se fait. Vous savez, depuis l'élection présidentielle de 2020, nous avons repris. Nous avons laissé les gens dire tout ce qu'elles pensaient de nous pendant au moins 6 mois, 8 mois. Il faut les écouter. C'est ça aussi, c'est une manière de faire. Il faut écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, les laisser vider peut-être leur gibecière, et après réagir. Nous avons réagi au moment où il fallait réagir. Peut-être que nous avons pris du retard pour réagir, mais nous l'avons fait. Et nous reprenons notre sac au dos, nous continuons la marche pour établir les choses. Est-ce que vous demeurez au niveau de l'ANC la force alternative que certains pensaient? Est-ce que vous vous appartenez encore au futur de ce pays? Bon, en dehors de ça, quel est le parti qui peut jouer ce rôle-là aujourd'hui? Je me pose aussi la question. Puisque ça ne concerne pas que l'ANC. Ce sont tous les partis politiques togolais qui sont atteints par la situation. Tous les partis politiques de l'opposition sont atteints par la situation actuelle. Ce n'est pas une affaire de l'ANC. Eh bien, l'ANC fait l'effort qu'elle peut faire pour rétablir les choses. Mais, vous savez,
pour que ça avance, que les choses réussissent, ça dépend toujours du parti au pouvoir. Lorsque le parti au pouvoir ne crée pas les conditions de transparence, respect des normes électorales, respect des normes de gouvernance, les choses ne peuvent pas marcher. L'ANC n'est pas au pouvoir. L'ANC n'a pas l'administration. L'ANC n'a pas les armes. L'ANC n'a pas le pouvoir de gouvernance. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire que d'autres? Subir. Et nous subissons jusque-là. C'est le pouvoir en place qui crée les conditions de gestion, qui crée les conditions du développement, qui crée les conditions de la pratique de la démocratie. À partir du moment où le pouvoir en place biffe tout ça là, vous ne pouvez pas avancer. La dédition, est-ce que c'est que tant que le pouvoir restera, ou bien voudra rester pouvoir, vous resterez opposition? On n'a pas de choix. Nous, on n'a pas de choix. Et puis, c'est le seul choix pour certains d'entre nous. Sinon, pour la plupart de ceux qui sont aujourd'hui à l'ANC, on ne peut pas aller avec ce pouvoir-là, avec ce qui se passe, la gouvernance là. Non. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ah bon? Certains le souhaitent. Mais nous, la majorité pense que ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il n'est pas plutôt, Ça n'a pas de sens. est-ce qu'il n'est pas plutôt logique, comme ça se passe de plus en plus dans le monde, Oui. de participer à une forme de gouvernance collégiale pour améliorer les choses? Oui, mais vous savez, participer à une gouvernance coloniale, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Cela veut dire que des discussions doivent être prises depuis dès la base à partir d'un dialogue franc et honnête. C'est à partir de ce dialogue-là que vous élaborez les bases de cette gouvernance. Et chacun prend ses responsabilités de ce qu'il s'en va faire dans cette gouvernance-là. Lorsque certains pensent que ça doit être décrété par un individu, quel qu'il soit, pour que les autres viennent, et que le moment venu, on vous dit foutez-nous le camp, non, ça ne passe pas. Non, vous parlez de dialogue franc. Oui, un dialogue franc. Oui, mais qu'est-ce que vous faites au CPC? Puisque là, il semble que c'est un dialogue franc qui se Non, déroule là-bas au CPC. Non, les gens se trompent là. Mais vous vous amusez là-bas? Non, on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Nous disons ce qu'il faut. Avec toute la conscience, tout le respect qu'il faut. Mais lorsque les gens pensent que ce qui se dit, ce qui est proposé par l'opposition est vraiment réel, est normal, mais que ça ne les arrange pas, et qu'ils vont s'entendre pour prendre autre chose, ils vont s'entendre pour prendre autre chose. Mais nous, écoutez, moi j'étais au CPC avec Feu Patrick Lassam. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Des propositions réelles, pragmatiques, sont faites, qui tiennent compte des normes internationales en matière électorale. Quand même, nous sommes des hommes. Nous constatons nous-mêmes de visu que les gens sont convaincus de ce qu'ils disent, ce que nous disons, pardon, de ce que nous disons. Mais ils se retrouvent pour dire, mais si on fait ça, ça ne les arrange pas. Mais à partir du moment où nous allons continuer par prendre en compte ce qui n'arrange pas, nous n'allons pas évoluer. Nous n'allons pas évoluer. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut un dialogue franc. Un dialogue qui nous amène à prendre en compte les normes internationales en matière électorale. Et puis, on dit, bon, à partir de ça, voici ce qu'il faut faire. Et puis tout le monde s'engage. Qui peut convoquer ce dialogue? Mais ce n'est que le chef de l'État. Ce n'est que Faure Gnassingbé. C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui, n'est-ce pas? Le seul qui peut convoquer ce dialogue-là. Mais il ne faut pas faire semblant de renvoyer les gens au CPC pour dire qu'on est en train de faire le dialogue. Aujourd'hui, on est pratiquement en année électorale. Les réformes dont nous parlons, en matière électorale, sont toujours là. Les problèmes sont là. Vous voyez, les problèmes sont là. Les problèmes sont là. Mais il y a quelque chose de curieux quand on écoute l'ANC et d'autres partis de l'opposition. On ressasse chaque année les réformes électorales. On est entré il y a plus de 30 ans qu'on en parle. Oui, et on a l'impression que ces réformes ont été faites. Non, les réformes n'ont jamais été faites de manière à ce que la transparence des élections soit organisée. Ces réformes, non. La dernière fois, je discutais avec un compatriote du Septentrion en ce qui concerne les affaires des djihadistes, qui me disait, mais aujourd'hui, les djihadistes rentrent au Togo en présentant la carte électorale. Les djihadistes rentrent au Togo en présentant notre carte électorale. Parce qu'en exhibant la carte électorale, mais quelle force de sécurité peut dire que vous n'êtes pas togolais? Quelle force de sécurité et de défense qui peut dire à une personne qui exhibe sa carte
et des électeurs du Togo qu'elles ne rentrent pas. Avec ces cartes-là qui ont été élaborées, données à des étrangers, mais les gens rentrent au Togo pour créer le dommage. Donc c'est pour dire que en matière électorale, il y a beaucoup de choses à faire. Nous l'avons toujours dit. Et la dernière fois, vous ne devez pas oublier qu'en mars dernier, au cours du dialogue, mais ça a fait qu'on a été obligé de quitter très tôt le dialogue. Ce problème-là existe alors que nous sommes en année électorale. Nous sommes en année électorale. Revenons sur l'histoire de la carte d'électeur. Là, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire tout simplement que ces cartes n'ont pas été suffisamment sécurisées? Ou que ça a été donné à n'importe qui? Ça a été donné, des cartes ont été données à n'importe qui. Qu'on ne peut même pas vérifier. On ne peut pas contrôler. Les cartes ont été distribuées à n'importe qui qu'on ne peut pas contrôler. Depuis que vous avez ce type d'informations, est-ce que vous les avez relayées éventuellement, par exemple, autour de vous? Parce que la lutte contre le terrorisme appelle le concours de tous les Togolais. Est-ce que c'est des discussions que vous avez fait comme ça avec ce Togolais-là qui est au nord du pays et puis ça c'est resté entre vous? Non. En fait, moi, c'est un militant, moi j'ai appelé pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans le Pendjal. Et on me dit que, bon, récemment, on parle de 21 morts, certains disent qu'il y a 61 morts, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la panique un peu partout. Alors, c'est en ce moment qui me dit, mais écoutez, les gens présentent même les cartes d'électeurs pour rentrer dans le pays. Les cartes d'électeurs qui ont été fabriquées, distribuées à n'importe qui venant du Burkina et du Ghana. Et aujourd'hui, c'est ça que les gens utilisent pour rentrer dans le pays. Et moi je ne suis pas surpris parce que je sais comment les choses se passent en matière de recensement électoral. Et c'est ça que nous avons voulu corriger en proposant au gouvernement de prendre des dispositions en amont pour éviter tout ça là. Alors que ces dispositions ne sont pas prises en compte aujourd'hui. Nous reviendrons, si nous avons le temps, sur la question du terrorisme, puisque c'est une question qui est très importante. Mais entre-temps, est-ce que c'est une situation qui affecte, par exemple, vos différentes sections qui sont là-bas dans l'extrême nord du pays? Mais c'est normal, puisque ce sont des Togolais. Les gens qui sont dans le Pendjal sont nos frères. Et nous avons des fédérations dans le Pendjal. Ceux qui sont au chef-lieu de Pendjal sont obligés d'héberger. Ceux qui fuient les tueries dans les villages, ils les hébergent. Ils ont besoin des moyens pour prendre en compte, pour prendre en charge ces gens-là. Ouais, on échange sur tous ces aspects. Ce qui se passe là-bas nous concerne dans le sud. D'abord, est-ce que vraiment le gouvernement veut trouver une solution à cette affaire-là? Je m'interroge toujours. Est-ce que vraiment le gouvernement veut trouver une solution à cette affaire-là? Parce que la transparence en matière de communication fait défaut. Et on en parle, vous, journalistes. On est sevrés d'informations. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous ne sommes pas au front. Qu'est-ce que vous voulez savoir, par exemple? On veut savoir ce qui se passe sur le terrain. Même si on dit que ça rentre dans la stratégie de combat. Mais non, il y a des choses. Est-ce que c'est le Togo qui est le premier concerné en matière de djihadistes? Dans certains pays où la situation est pire, je crois que lorsqu'il y a assassinat, lorsqu'il y a tuerie, tout de suite le gouvernement fait le point de la situation. Le gouvernement fait le point de la situation et informe les populations pour dire à tel jour, à telle heure, il y a telle tuerie dans telle localité. Est-ce que nous l'avons au Togo? On l'apprend par les ondits. Est-ce que, par exemple, ça, c'est pas une approche typiquement, par exemple, malienne ou burkinabé? Certains États ont choisi de rendre public chaque fois que les djihadistes frappent. Est-ce que c'est une situation que le Togo doit finalement adopter? Mais il faut l'adapter, puisque c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Mais le revers de la médaille, c'est que des fois, ça dope le moral des combattants djihadistes. On le sait. Quand ils tuent les combattants djihadistes, oui. Quand ils tuent plus, oui. Si vous en parlez, ça les encourage à continuer à tuer. Oh là là, ça les encourage. Oui, mais et la population elle-même ne peut pas prendre des dispositions. C'est lorsque vous informez la population qu'elle prenne conscience de la réalité et vous font des propositions. Les dénonciations peuvent venir de ces populations-là. Mais lorsque les populations ne sont pas informées, quand vous voulez qu'ils fassent des dénonciations, ce n'est pas possible. Donc, si je comprends bien, à la prochaine session du CPC, c'est des questions qui seront sans doute abordées, puisque visiblement, c'est une question essentielle au niveau de l'ANC. Revenons encore à ce meeting qui va avoir lieu. Quel va être le programme de cet après-midi, là-bas à Gonivé? Le programme, bon, c'est un truc qui doit se dérouler probablement en 2 heures de temps.
il y aura plusieurs interventions des fédérations, puisque nous avons à Gouagneve 1, la commune d'Agouagneve 1, nous avons 3 fédérations. Leurs représentants vont prendre la parole pour nous dire la situation politique dans Gouagneve, la situation socio-économique dans Gouagneve. Nous allons parler aussi des élections, les dispositions que prend l'ANC pour affronter les élections régionales et législatives, puisque les régionales devaient avoir lieu l'année dernière. On ne sait pas si cette année, ces élections seront couplées ou pas. Nous allons en parler. Et nous allons inviter les gens, les populations, à prendre les discussions tout de suite et à aller se faire inscrire dès les premiers jours au recensement électoral. Par rapport aux élections, quel est votre désir? Que ces élections soient couplées ou pas? Non. Je crois qu'il revient au gouvernement de prendre ses responsabilités. Oui, mais en fait, vous pouvez avoir quand même une préférence. Puisqu'on sait très bien que l'organisation d'un processus électoral du début jusqu'à la fin, ça coûte beaucoup d'argent, énormément d'argent. S'il faudrait organiser 2 processus au cours de cette année, sans doute que le Togo sera obligé de débourser beaucoup plus d'argent. Écoutez, on devait organiser les élections régionales l'année dernière. Il fallait faire les réformes électorales. Les réformes n'ont pas été faites. Et jusque-là, ce n'est qu'il y a 2 semaines que le code électoral, qui a pris en compte les réformes qui ont été retenues au cours des derniers dialogues. C'est pour dire que bon, tout ça là, c'est la responsabilité du gouvernement. Je ne vais pas me prononcer sur cette question du couplage ou non. Il revient au gouvernement de prendre ses responsabilités parce que, quel que soit ce que vous dites, quelles que soient les fonctions que vous faites sans leur C'est clair que c'est le gouvernement qui prendra au final les dernières directives, les questions des réformes que vous reposez. Mais ces questions-là, si une nouvelle fois elles ne sont pas mises en œuvre, est-ce que cela découragerait la participation de l'ANC? Non, je crois que nous avons tiré les leçons. Il faut quelle que soit la situation qui se présente, je crois qu'il faut, tel que nous disons désormais aux militants, la lutte continue. La lutte continue. Il faut continuer la lutte, quel que soit ce que le schéma que le gouvernement nous présente. Quand on dit que la lutte continue, c'est également une formule qu'on attend de plus en plus, et ça fait des années, à tel point qu'on peut se demander, ou on peut demander à l'invité, s'ils ne sont pas fatigués, s'il n'est pas fatigué, si les gens autour de vous ne sont pas fatigués, parce que vous faites la même chose depuis des années, et visiblement les gens ont l'impression que vous n'avez pas de très grands résultats. Est-ce que votre ardeur n'est pas quelque part atteint? Oui, mais au fait, moi quand on me pose cette question-là, je me dis, mais au fait, est-ce que c'est la faute au parti politique de l'opposition? C'est la faute à l'ANC? Non, ce n'est pas la faute à l'ANC. Cette question-là doit être posée au pouvoir en place, à Fonya Singbe, qui a comment dit-on, à la mort de son papa, a pris le pouvoir par la force. Et depuis près de 20 ans, ne veut pas quitter le pouvoir, c'est à lui qu'il faut poser cette question. Et dans les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. C'est à Fonya Singbe qu'il faut poser une telle question à partir du moment où, comment on appelle ça, la volonté des Togolais, dans leur majorité, est qu'un chef d'État qui arrive au pouvoir fasse deux mandats, 5 ans fois 2 et s'en aille. Ma question, je la reprécise. Oui, mais j'ai répondu à votre question. Non, mais en fait, ma question, je ne la pose pas à Fonya Singbe, mais je vous la pose. Oui, mais vous. Mais est-ce que l'attitude, par exemple, puisque là, parce que si je devais répondre... Vous semblez dénoncer l'attitude de ceux qui sont au pouvoir. Vous dites qu'ils sont là depuis... Ils sont responsables. Oui. Est-ce que ça vous fatigue, vous? Est-ce que ça, par exemple, demain, va vous conditionner à démissionner même des faits politiques, non, à dire que vous tournez le dos à la politique? Ce serait pire. La situation va s'empirer. Lorsqu'il n'y aura pas un parti politique responsable pour contrecarrer le pouvoir en place, ce serait la catastrophe. On va nous marcher dessus. On va nous marcher. Il ne faut jamais rêver à ça. On va nous marcher dessus. Vous connaissez mal ce pouvoir-là. Ce pouvoir s'en fiche de l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Se décourager, non, peut-être c'est la mort qui va nous emporter. Il nous reste 4 minutes et les auditeurs participeront à l'émission comme c'est de tradition, mais nous allons dire les premiers mots, nous allons dire quelques premiers mots de ce rapport qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je parlais de tremblement de terre et des répliques au Togo parce que cette semaine, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a écouté, les prises de position, on a eu peur. Mais visiblement, quand on se réfère un peu à la position
certains membres du gouvernement, ceux qui exploitent ce rapport, l'ont mal lu. Est-ce que vous l'avez mal lu, vous aussi? C'est pourquoi moi j'ai dit que est-ce qu'une phrase qui est faite est écrite? Elle n'est pas dite. La phrase, elle est écrite. Elle n'est pas prononcée. Elle n'est pas lue. Et on n'a pas fait de grandes études. Mais la petite qu'on a faite nous permet quand même de comprendre une phrase qui est écrite. Ce rapport de la Cour des comptes est un rapport sérieux. Il faut prendre ce rapport-là au sérieux. Parce que là où moi je dis que le gouvernement a failli, ouais, la Cour des comptes a pris l'effort de cadrer son rapport. Il y a un cadrage dès le début. Le cadrage a situé dans quelles conditions le fonds a été créé. Dans quelles conditions le fonds a été créé. Et à quoi servira le fonds. Qui sont ceux-là qui participent au fonds? Ceux qui donnent l'argent. Maintenant, que le rapport dise que un ministère, à défaut de dire que ce ministère-là a refusé de réagir, un ministère refuse de réagir par rapport et de rendre compte à la Cour des comptes. La Cour, une institution constitutionnelle, mais c'est aussi grave. La Cour des comptes. Non, mais demande, est-ce que vous avez lu le rapport? Moi, j'ai lu le rapport. Il y a un ministre qui dit que, sans doute, beaucoup commentent ce rapport. Certains semblent l'avoir lu. Certains l'ont peut-être mal lu. Regardez devant moi là. Oui. Ça là. Est-ce que vous l'avez lu en entier? Mais vous pensez que moi je vais pas lire un rapport de la Cour constitutionnelle en tant que politique? Oui, en tant que politique. Puisque vers la fin du rapport, vers la fin du document, il est dit quelque part, relative aux mesures barrières de riposte, il dit, le rapport dit que les dépenses sont conformes, régulières et sincères. Vers la fin du document, beaucoup de Togolais ne l'ont pas lu sans doute. Mais comment est-ce que vous comprenez ça? Non, bon, au fait... En oubliant la réaction du gouvernement, comment est-ce que vous comprenez ça? Le rapport dit que les dépenses sont sincères. C'est ça? Ouais. Conforme. Et Régulière. Bon, de toutes les façons, moi, je ne veux pas aller dans ces détails-là. L'observation que moi je fais, je voudrais m'accrocher à cette observation. Le rapport annonce déjà, dès l'entame, qu'un ministère, moi je dis, refuse de participer à ce travail-là. Et c'est un regret. Le rapport l'a déjà annoncé. Le rapport a défini déjà les objectifs à atteindre en disant que ce audit doit permettre au gouvernement de rétablir son audience, de rétablir cette confiance par rapport à ceux qui ont donné leur sous. Ce rapport annonce aussi à l'entame que les cotisations qui ont été faites, surtout par les PTF, les partenaires techniques financiers, n'ont pas été intégrées dans le rapport selon chaque partenaire technique. Vous ne pouvez pas faire un rapport à une Cour des comptes alors que dès le début, on sait déjà ceux qui doivent donner leurs sous et vous ne pouvez pas préciser dans votre rapport que la Banque mondiale a donné tant, le FMI a donné tant, l'Union européenne a donné tant, l'UEMOA a donné tant, la CEDEAO. Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pour dire que il y a une suspicion. Il y a une suspicion. Donc vous ne faites pas la même lecture que le gouvernement. Il y a une... Bon, je ne fais pas cette lecture-là. Je dis ce que la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes a annoncé, m'amène à faire cette conclusion pour dire qu'il y a une suspicion de fraude ou de détournement de deniers publics. Et dans ces conditions, je dis bien une suspicion, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. En faisant quoi, par exemple? En saisissant le parquet, pour qu'on nous éclaire sur
la gestion des fonds. Bien, merci. Nous venons de passer 46 minutes avec vous, Edem Atanti. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Alliance nationale pour le changement. Vous êtes également membre de la commission communication du parti. Et comme le veut la tradition, à partir de cet instant, les auditeurs peuvent intervenir dans le déroulé de l'émission sur le numéro de la radio 70 43 09 70 puis 96 50 34 37. Le technicien du jour, c'est Boga Koudoyo. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour, monsieur Atanti. Bonjour. Bonjour, ça vous fait. Merci. Ok. Bon, la décision de la Cour des comptes et la réaction du gouvernement, je pense que la chose la mieux partagée, c'est que l'opposition s'organise partie du régime FPTE qui fait présente au pouvoir. Alors, comment l'opposition doit être organisée, mais comment le régime peut quitter? Parce que, quand il y a plusieurs milliards, je sais que ça n'a pas déjà dû donner qu'à quitter le pouvoir. Alors, je pense que, actuellement, M. Atanti est un homme de la CENI. Quand on annonce 2 élections, actuellement, je pense qu'il faut aller aux élections avec la structure de la CENI. M. Atanti est bien placé pour parler de ce qui se passe actuellement de la CENI et surtout de la CPC. Et qui a un cadre permanent pour organiser ou bien pour aller accompagner le gouvernement à mieux faire sur le terrain. Alors, est-ce qu'on peut espérer la bonne entente du peuple congolais, la bonne entente de cette CENI qui est là actuellement? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui à la CENI? C'est l'essentiel pour moi aujourd'hui. Bien, merci pour les questions. Je ne sais pas si vous êtes membre de l'actuelle CENI ou pas. Non, je ne suis pas membre de la CENI. Vous avez été souvent membre de la CENI. Oui, je vais faire 1-2 mois et puis je disparais. Vous avez fait? Souvent, je vais faire 1-2 mois et puis... Non, on n'a pas compris. Je dis, j'ai été membre de la CENI. Oui. Et souvent, ce n'est pas pour faire la durée normale de la CENI. Mais pourquoi? Bon, peut-être que je viens un peu tardivement. Et la toute dernière, en 2014, vous vous souvenez, après l'élection présidentielle 2015, nous étions les 5 membres de l'opposition, je faisais partie des 5 membres de l'opposition qui avaient été renvoyés par le gouvernement à la CENI. Donc, depuis, on n'y est plus. Donc, ce n'est pas de façon délibérée que vous quittez la CENI? Certainement. Oui, mais en fait, quand on parle de la CENI, là, vous savez, le sens de la question de Pelé, c'est que beaucoup pensent, beaucoup disent que tout se fait, ou une grande partie de ce qui se joue sur le terrain électoral se fait à la CENI. Oui. Oui, quand vous avez été, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez pu accomplir? Quand j'étais... vous avez été membre. Oh là 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 là, il y a beaucoup de choses. Oh là là, il y a beaucoup de choses. On n'en finira pas. De toutes les façons, nous avons toujours fait le point au parti. Et ça fait partie des éléments sur lesquels le parti a proposé au gouvernement les réformes en matière électorale. C'est un document que le parti a envoyé au... Est-ce que vous pensez, comme certains, que finalement, il faut une CENI technique? La CENI technique, c'est avec la participation de qui au Togo? Donc, il n'y a pas de technicien au Togo? Non, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas de technicien. Et le pays est gangréné par la politique. L'administration togolaise est politisée. Même la société civile est politisée. Et de quoi parle-t-on en matière de CENI technique? Si nous prenons par exemple le dernier rapport de la Cour des comptes, ce rapport a été établi par des techniciens, n'est-ce pas? Ils sont togolais. Oui, et un rapport c'est autre chose. Un rapport c'est autre chose. La mise en application c'est autre chose. Donc, par exemple, le pilotage de la CENI. Par exemple, je donne un exemple. La CENI aujourd'hui est organisée par une structure d'orientation. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des membres de la CENI, conseillers de la CENI, qui donnent l'orientation qu'il faut mettre en œuvre par une autre structure qu'on appelle le secrétariat général. Mais depuis que ça là, cette disposition-là est formulée il y a plus de 10 ans, 15 ans,
dans le code électoral, ça n'a jamais été mis en application. Vous voyez, on met les trucs, la loi est prévue, mais la mise en application n'a pas lieu. On a compris. Allô? Allô? Monsieur, Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? oui, c'est Kodjo. Je vous appelle de débat. Kodjo pour l'Egbacito. Allez-y. Oui, c'est pour féliciter M. Attan pour les émissions sur cette partie de la radio. Merci. Vraiment, ce que nous avons, c'est pour réfléchir. On appelle à toute la population à sortir massivement cet après-midi pour le meeting qui a organisé. Vous savez, je veux dire à M. Attan que le rapport de la Cour des comptes a quand même mis à nu le gouvernement. Ils se sont entendus entre eux, puisque les ministères ont gardé quand même une partie de cette somme pour faire la campagne pour les élections de nous. Donc, sinon, c'est ça le problème. Donc, si le président est à la charge pour dire que notre politique est conforme, c'est juste pour garder une partie de cette somme pour leur faire campagne. Et faire campagne contre les partis de l'opposition. Kodjo, Donc, Kodjo, monsieur, visiblement, vous êtes un militant de la ANC, n'est-ce pas? non, je suis un acteur de la société civile, je suis réellement sur ce qui se passe au Togo. Je n'encourage pas ce qui se fait au niveau de l'opposition, mais je tiens par rapport à toutes les actions qui se mènent au niveau du gouvernement et au niveau de l'État. Bien, merci. Il vous a félicité. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Quand il dit que ils se sont entendus pour nous proposer finalement ce qu'on sait. Est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Puisqu'on a vu quand même des chiffres énormes. Non, il a bien trouvé le terme qu'il faut. C'est pratiquement une escroquerie intellectuelle. Les gens veulent prendre les Togolais comme des dingues là. Mais pourtant, on n'est pas des dingues. C'est vraiment qu'ils se sont entendus pour aller dans ce sens-là. Non, on n'est pas des dingues. Mais si c'était attendu, pourquoi avoir mis sur la place publique, justement, et tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a lu? Mais vous croyez que les partenaires techniques et financiers qui ont donné de l'argent au Togo ne trouvent pas dans un rapport, l'Union européenne ne trouve pas dans un rapport que l'Union européenne a donné tel montant, la Banque mondiale ne trouve pas dans un rapport qu'il a donné tel montant? Vous ne voyez pas que c'est aussi grave? C'est aussi grave. Ils se sont attendus. C'est une escroquerie intellectuelle. Ils ne peuvent pas nous tromper, mais on n'est pas des dingues là. Allô? Bonjour. Oui? Le membre de la CENI, comme ça, seulement les partis politiques qui sont là-bas. Ah, d'accord. Ok, il a compris. Il a compris. Oui, tel que la question avait été posée, c'est comme si vous la traitiez à ma personne. C'est pour cela que j'avais dit que je ne suis pas à la CENI actuellement. Mais quand effectivement l'ANC a un représentant à la CENI, vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, la CENI était pratiquement en vacances. C'est récemment qu'ils ont repris. Donc les choses vont quand et on ne sait pas. Ce n'est que, ça fait je crois 2 ou 3 semaines qu'on nous fait savoir que d'ici mars, avril, il y aura un recensement électoral. On en est là. On en est là. Allô? Bonjour. Oui, un peu plus fort s'il vous plaît. Oui. Vous savez m'inviter. Oui, bonjour. Si je comprends bien, j'ai l'impression que notre invité, si merci, je n'aime pas son nom. Il s'appelle Edem Atanti. Atanti. Atanti Edem. Atanti Edem. Ok. Patrick, si tu veux. Patrick, si tu veux. S'il n'est pas à l'Assemblée, son parti ANC à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il réserve au rapport qui vient d'être fait? Non. Allô? Allô? Oui, en fait, son parti n'est pas à l'Assemblée. Ok. Oui. Maintenant, pourquoi je dis cela? Il y a un président qui vient de dire que le rapport que le gouvernement vient de sortir cette semaine, c'est une insulte à la mémoire des Togolais. Oui.
Si je prends le rapport, tout le rapport est publié, bon nombre de personnes l'ont lu, y compris moi. Et après une longue littérature, ici, on a donné un montant, on dit montant suspendu, 23 milliards 623 millions et quelques. Le montant perdu, 6 milliards 121 millions. Et il y en a comme ça, à chaque observation que la Cour des comptes a fait, il y a des montants comme ça qui sont disparus, qui sont volatilisés. Et à la fin, le gouvernement dit que tout a été respecté, tout a été tiré dans les règles de l'art. Ça, c'est insulter l'intelligence à ce volet. Et jusqu'alors, l'Assemblée ne s'est pas auto-saisie et il n'y a aucun parti politique qui peut introduire l'affaire au niveau de l'Assemblée nationale. Nous savons que les manifestations sont interdites. Il y a des choses pareilles. Pour une différence de 1 milliard au Sénégal, la population est sortie. Mais ici, des milliards comme ça, et le gouvernement vient à calmer la population avec ce communiqué-là. C'est très alarmant. Oui, c'est noté, cher ami. À propos de l'Assemblée nationale, nous avons appris que le député Djeri Tama a dit qu'il fera des interpellations à l'endroit d'un certain nombre de ministres cités dans ce rapport. Est-ce que ça va être suffisant? Bon, au fait, j'ai dit tout à l'heure qu'il revenait dans ces conditions que le pouvoir en place prenne ses responsabilités en introduisant ce dossier au parquet, à défaut que le procureur se saisisse ça lui-même du dossier. En dehors de ça, il y a aussi la société civile. La société civile peut agir parce que c'est l'argent du contribuable. Il y a un compte qui a été créé à, comment on appelle ça, cette banque-là, Coris Bank. Et ça, c'est les contribuables nationaux qui ont donné leurs moyens pour ça. Les institutions internationales donnent leurs moyens. Et on peut, c'est-à-dire que on ne veut pas éclairer la situation sur les montants obtenus, les montants dépensés, et on pense que on prend acte et puis on s'arrête là. Non, 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 non. Ça ne va pas continuer. Il revient au Togolais de prendre la responsabilité. Quant aux partis politiques, ils diront, ils feront ce qu'il faut. Nous avons commencé. Mais il revient aussi à la société civile de prendre aussi ses responsabilités si le gouvernement ne veut pas le faire, comme le font on le fait dans certains pays. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, Bruno, vous êtes à l'antenne. Nous savons que dans le bloc solaire, il y aura des élections à organiser au Togo. Pourtant, à l'ANC, vous dénoncez le fichier électoral. Je suis invité. Est-ce que vous nous direz, au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection législative ou de l'élection régionale? Non, monsieur, nous parlons de la transparence électorale. Je ne parle pas de l'UNI qui va encore voler les sièges aux prochaines élections. Parce que nous savons que l'UNI a l'habitude de voler les sièges. Et nous venons d'une tournée qui nous a prouvé que l'UNI utilise les CVD, les CDQ pour organiser ces fraudes-là dans les bureaux de vote. Écoutez, nous savons de quoi nous parlons. Mais si nous allons aux élections et que l'UNI fraude, l'UNI organise la fraude, vous croyez qu'on ne doit pas dénoncer les fraudes? Vous croyez que, donc on se tait sous prétexte que, bon, on est déjà allé aux élections, ou bien sous prétexte qu'il y a un recensement électoral qui est fait, les gens ont leur carte électorale, le processus, que si c'est mal fait, et que non, 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 ce sera dénoncé. Nous disons aujourd'hui, nous avons dit au pouvoir que, pour éviter des problèmes, qu'il faut un recensement électoral à partir des cartes nationales d'identité, comme on le fait dans certains pays. Et non pas le témoignage. Est-ce que le pouvoir veut le faire? Le pouvoir ne veut pas le faire. Le pouvoir ne veut pas le faire parce que le pouvoir doit établir les cartes nationales d'identité à tous les Togolais en âge de 18 ans. Et pour aller se faire recenser, il faut présenter sa carte nationale d'identité. Si vous présentez votre carte d'identité nationale et on vous établit une carte d'électeur, il y a une référence. Quand on va trouver demain des gens qui vont présenter une carte nationale d'identité, la référence, c'est leur carte nationale d'identité. On pourra savoir si c'est une carte d'électeur fausse ou pas. Le pouvoir ne veut pas faire établir les cartes nationales d'identité. Alors que les partenaires sont même prêts
à financer ces cartes nationales d'identité. On le dit depuis. Pourquoi le RPT ne veut pas établir les cartes nationales d'identité autopolaires avant qu'ils n'aillent s'inscrire pour le recensement électoral? C'est parce qu'ils sont dans la fraude. Ils sont d'accord avec la fraude. Ils veulent continuer avec la fraude. Nous avons aussi proposé au gouvernement que pour aller voter dans un bureau de vote, quand vous présentez votre carte d'électeur, que l'appareil, la tablette, dans chaque bureau de vote, puisse prouver, vous mettez votre, comment on appelle ça, votre pouce sur l'appareil, comme ça se fait au Ghana, comme ça se fait au Nigeria, le Grand Nigeria, en Côte d'Ivoire, et tout de suite, l'appareil vous présente votre photo. Il dit que l'appareil vous dit que, ah, c'est monsieur Atanji ça, c'est monsieur Kodjo ça. Mais le gouvernement ne veut pas le faire. Pourquoi le gouvernement ne veut pas le faire? Parce que ça va amener à la transparence. Le RPT ne remplit ce résultat-là. Mais vous connaissez... C'est ça qu'il s'agit. Oui, mais en fait, dans le même temps, quand on écoute Bruno, ce que vous semblez dénoncer, c'est pas nouveau aussi. Tout se passe comme si on est quand même dans un scénario. Vous dénoncez, vous participez, et puis après vous dénoncez. Mais maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Oui, c'est ça qu'il a... Mais ça crée une certaine lassitude. Mais c'est la faute à qui? Ça crée une certaine lassitude. Oui, je suis d'accord, maintenant c'est la faute à qui? Mais c'est la faute au pouvoir en place. Le pouvoir en place, il est de sa responsabilité de prendre les dispositions pour la transparence des élections. Ce que les gens font ailleurs. Par exemple, je prends le cas, on ira prochainement aux élections législatives. Dans chaque pays, nous imitons la France. Pas dans toutes les choses quand même. Pas dans tous les secteurs. La plupart des tests que nous utilisons, la plupart des tests que nous avons, la plupart que nous utilisons, les tests, c'est les tests françaises. Une démocratie. Les tests français. Une démocratie de plusieurs années. Non, vous ne pouvez. On ne peut rien. L'exemple que je voulais donner, en matière d'élections législatives, le siège d'un député est calculé sur la base de la démographie. Que vous soyez au Bénin, que vous soyez au Sénégal, que vous soyez au Burkina Faso, que vous soyez en France, c'est la démographie. 400 électeurs pour un député en France. Vous allez au Bénin, je crois que ça tourne aujourd'hui autour de 300 électeurs. Mais aujourd'hui, au Togo, pardon, on ne sait même pas le nombre d'électeurs qu'il faut pour un député. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on a près de 42 préfectures. Quand je vais créer 1000 préfectures, il revient au pouvoir de dire, bon, telle préfecture, je lui donne 2 députés. Telle préfecture, je lui donne 4 députés. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous prenez par exemple Grand Lomé. Grand Lomé, c'est 10 députés. Alors que quand on fait le calcul sur la base démographique, on va jusqu'à 23 députés. Ouais. C'est des incohérences de fraude, ça. C'est des incohérences de fraude. Le pouvoir en est conscient. Est-ce que tout ça là... Le pouvoir en est conscient. Est-ce que tout ça là ne crée pas finalement ce que j'appelle le découragement, notamment chez les populations? Mais le découragement, c'est la population qui en est responsable. Je peux vous continuer par répondre comme ça. Est-ce que c'est nous qui sommes responsables de ce découragement-là ou bien le pouvoir en place? C'est le pouvoir en place qui toujours ne veut pas mettre la transparence sur la table. Pour se maintenir au pouvoir, il préfère rester dans la fraude, dans la non-transparence des élections. C'est la faute au pouvoir en place. Regardez, dans un pays... Mais on a compris, hein, vous vous remettez au pouvoir. D'accord, ok. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre nom? Commis. Oui, allez-y. J'ai deux questions. La première, ça concerne les élections. Le gouvernement ne veut pas faire les choses de manière claire, transparente. Il le sait bien que moi. S'il le fait de manière transparente, il va perdre. Donc, du coup, il ne peut jamais faire les choses de manière transparente. Ce qui fait qu'on a toujours des élections contestées. Si je me rappelle de 2010, 2015, je pense qu'on a même joué un de leurs sujets parce qu'eux, ils sont en train de faire la compilation. Si j'ai pas menti. Donc, sur ce, au niveau de la population, quand vous travaillez avec des gens, ils ne vont jamais faire la lumière sur les choses. Même si vous finissez de voter, on attrape les gens, par exemple, à sa famille, avec l'âge de après vous constatez qu'on est là. Vous voulez qu'on vous compte les voix, on vous fait sortir les soldats. Il faut encore qu'on continue dans la démonstration qu'on va
participer. Et après, c'est pour qu'on puisse vous impliquer que on vous a appelé à boire de lait, qui nous ont compté le nombre de bœufs qu'on a tenu préoccupation. La seconde, c'est par rapport à la COVID. Moi aussi, je comprends le gouvernement que les comptes sont sincères et qu'il n'y a pas de détournement. Parce que les fonds mobilisés, il y en a certains qui sont utilisés d'une bonne manière. Ils m'ont même reconnu que dans le rapport, il y a des décisions, mais dans leur communauté. Mais ce que moi je me pose en tant que citoyen, lorsqu'on est à la gare, le train qui arrive à l'heure n'est pas le problème. Le train qui est en retard, c'est le problème. Donc je constate amèrement que, comme le gouvernement a tellement fait le sport du vol, ils ont tellement amassé, ils ont tellement volé, tout ce qui est dans le rapport est inclus. Je vous donne simplement l'exemple du coordinateur. À la page 22, vous pouvez lire le rapport. Le gars de Charles, qui est en train de faire une émission, il prend 9 millions le même jour. Le même jour, il charge 30 millions. Il revient, on lui demande le retour de l'exécution, mais attend de preuve. Elle lui prend 9 millions là, il a mis ça dans sa poche, et le gouvernement pense que c'est un défi. Ça, est-ce qu'on va encore entendre que ces gens de personnes peuvent, par exemple, former le parquet, former le procureur, et puis nous donner des locaux? Est-ce que ça ne résume pas à une population qui a fait les partis politiques de nous organiser et demander des comptes à ceux qui ont complètement volé? Je pense que ce qui se trouve dans le rapport n'est pas définitivement. Bien, mais merci. Comme vous avez été relativement long, on a noté la première partie de la question concernant la participation aux joutes électorales. Oui. Et vous savez, qui au Togo peut dire qu'il n'est pas fatigué avec la politique togolaise? Je crois que personne. Tout le monde. Du plus petit au plus grand. Dans l'opposition. Du plus petit au plus grand. Mais, vous savez, la France était aussi sous la dictature anglaise jusqu'en 1789 pour se libérer. Je crois qu'ils ont fait 200 ans de lutte. C'est en cela que moi je me dis que on n'a pas à se fatiguer. On n'a pas à se fatiguer. Parce que se fatiguer, demain quand tu seras vieux dans ta chambre, incapable de poser quelque acte que ce soit pour se faire nourrir, pour s'entretenir, tout ça, la santé, tout. Et ton fils pourra te poser la question, mais papa, ben, où en sommes-nous? Cette lutte-là, ça s'est passé comment? Il faut pouvoir lui répondre. Donc, c'est pour dire que la lutte de libération d'une dictature est une longue lutte. Comme le disait hier feu Patrick Laxam, si nous n'accomplissons pas cette lutte, si nous ne clôturons pas cette lutte, je crois que nos fils, nos petits-fils vont la clôturer. C'est ce que je peux répondre. Quand on parlait de Patrick Lawson, père son âme, il y a une question qui est laissée par un auditeur qui fait référence à son nom là. Mais vous terminez et puis je reviendrai sur cette question concernant Patrick Lawson. Il parle de Covid et il parle de la suite. Surtout beaucoup de Togolais se posent cette question. Je crois que quelle va être la suite? Je demande Togolais de faire l'effort de lire le document de fond en comble. Il y a suffisamment d'informations. Mais jusqu'à l'opinion que la Cour fait du rapport, puisque on a eu quelque part, il y a une partie qui est bien mentionnée, l'opinion de la Cour. C'est cette opinion-là que le gouvernement a repris dans son communiqué. Oui. Mais ce qui a été détaillé, le gouvernement n'a pas pris en compte. Non, le gouvernement l'a repris également, en parlant des dysfonctionnements. Au fait, le gouvernement a relevé qu'il y a eu des manquements. Au fait, est-ce que c'est le fait de reconnaître? Quel est l'objectif de cet audit? L'objectif final de cet audit, c'est de prouver quand même à la communauté internationale et nationale comment les fonds ont été utilisés. C'est ça.
Maintenant, on nous dit qu'on prend acte. S'il y a des incompréhensions, il y a des recommandations qui sont faites, mais il revient au gouvernement d'en tirer les conclusions. Un gouvernement ne peut pas dire qu'il prend acte et puis se tait. C'est ça ce que les gens reprochent au gouvernement. Le gouvernement apprend ses responsabilités. Il a introduit ce rapport-là au parquet. S'il ne le fait pas, c'est grave. Ouais, ça fait quelques mois que Patrick Lawson nous a quittés, mais il y a un certain nombre d'auditeurs qui reviennent sur des questions qui sont liées à son passage sur Terre, notamment à cet incident, en fait, certains parlent d'incident, à la messe d'enterrement, avec la position du ministre Gilbert Bara, l'auditeur Bertrand qui dit quelle est la part de vérité de l'ANC sur les propos du ministre Gilbert Bara au cours de la messe d'enterrement du feu Patrick Lawson. Et puis il enchaîne, vous dit vous niez en bloc ou bien vous assumez. En fait, malheureusement, je n'ai pas eu... bon, je vais répondre de cette manière. Vous savez, la part de vérité, c'est que le ministre a menti. Le ministre a trompé les populations. Le ministre a voulu salir la mémoire du feu Patrick Lawson. Pourquoi je dis ça? C'est très simple. Par exemple, moi, Atanji, homme politique, ou bien politicien, comme le disent les gens. Demain, il arrive que je tombe malade. Et que le gouvernement constate que, pourtant, Atanji, il a fait aussi quelque chose pour ce pays. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Surtout que le budget national prévoit chaque année une rubrique entre 3 et 5 milliards de francs CFA pour les évacuations sanitaires. Les ministres, les présidents d'institutions et autres personnalités qui sont évacuées en Europe, c'est sur quelle base? C'est sur la base de ce qui est prévu dans ce budget-là. Patrick Lawson, personnalité politique, qui tombe dans ces conditions-là malade, alors que même pour qu'il soit évacué sur la France, l'ANC n'a pas été informée. Et on l'envoie en Europe, se fait traiter, finalement il meurt, on dit que l'argent vient de la poche de Faure Gnassingbé. Non, l'argent n'est même pas à venir de la poche de Faure Gnassingbé. L'argent vient du budget national. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, si l'argent vient du budget national, est-ce que c'est à l'enterrement de son ami? Il a bien dit son ami. Est-ce que c'est à l'enterrement de son ami qu'il faut dire ça? Non. Cela démontre combien de fois nos amis, nos frères du RPT Uni sont aussi mauvais. Non, mais est-ce qu'ils étaient amis? Oui, il a dit. Il a souvent répété. Il a souvent répété que Patrick Lawson est son ami. Non, mais en fait, est-ce que Patrick vous l'a une fois soufflé qu'il est ami avec des ministres du gouvernement? Eh bien, écoutez, le ministre est togolais. Le ministre est togolais. Je n'ai pas dit on n'a pas intervenu dans les relations personnelles entre... Vous savez très bien que ça a choqué certains Togolais parce qu'on sait très bien la façon dont la politique est faite un peu dans notre pays. Et il est très difficile que les gens de bords différents fassent chemin ensemble. Ces trucs-là évoluent. Mais ce qui est choquant, c'est le fait que le ministre déclara à la messe d'enterrement que c'est l'argent de Faure Gnassingbé qui a servi à son traitement, à son évacuation et à son traitement en France. Alors que le budget national l'a prévu. Ce qui est prévu par le budget national n'est pas réservé au régime en place. N'est pas réservé au régime en place. C'est réservé à tous les Togolais. Donc, ce n'est pas l'argent de Faure Gnassingbé qui doit servir à ça. Si c'est de ça qu'il s'agit, si c'est de ça qu'il parle, mais plutôt... c'est le budget national qui doit être utilisé. Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous avez des amitiés au niveau du pouvoir? Si, moi j'ai des amis. J'ai des amis au RPT Uni avec lesquels, bon, moi je discute. On se parle. On s'appelle au téléphone, on regarde. Et je leur envoie mes griffes et ils répondent. Voilà. Vous pensez que c'est de cette façon qu'il faut faire plutôt la politique? Mais est-ce que c'est de cette façon? Est-ce que c'est normal? Non, en fait, des amitiés, je parle des amitiés. Mais je trouve que c'est normal. Je trouve qu'on n'a pas... Est-ce que c'est à discuter?
Non, mais en fait, à c'était l'époque au Togo. C'était discutable. Non, Non, mais à c'était l'époque au Togo. Il était difficile. Je discute même avec des gens qui sont au gouvernement. Je leur pose la question sur ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, revenons encore une nouvelle fois sur ce rapport-là, sur cette question liée au programme Novici, puisque le ministre, quand il dit que beaucoup de gens exploitent le rapport, ils n'ont pas compris ou ils ne l'ont pas suffisamment maîtrisé. Et il a donné une émission récemment, il a expliqué un certain nombre de choses, notamment liées au fonds Novici, puisqu'on sait que il y a un reliquat qui restait de 779 millions de francs CFA. Et puis on peut déduire qu'éventuellement cet argent pouvait être détourné ou pas. Mais le ministre a répondu. Le temps de revenir sur la suite de ce que le ministre a dit, on va prendre cet auditeur. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Ouais. Oui, Oui, allez-y, allez-y. concernant la question que l'auditeur a posée tout à l'heure là, nous qui avons fait plusieurs pays là, tout ce qui fait de la poche du gouvernement, il trouve que c'est dire la poche du président. Mais dans les anglophones, on dit le government, le pouvoir. C'est le pouvoir qui a donné cet argent pour envoyer le voilà. Ce n'est pas le président de la ville. Après, moi, je ne suis pas membre de AICM. Il y a cette confusion-là dans ce pays. Quand on donne quelque chose, on dit mais c'est le président qui donne. Ce n'est pas le président, c'est le pouvoir, le gouvernement, le gouvernement. Merci, bonne journée. Bien, merci pour votre contribution au Sodinaire. Parlant de fonds Novici, la suite, les 779 millions, que deviennent-ils? On a appris dans le propos du ministre que ce reliquat a servi par exemple à payer les agents vaccinateurs ou encore à payer des enseignants volontaires. Est-ce que par exemple ça, vous l'avez eu? Est-ce que vous l'avez appris? Vous savez, monsieur le journaliste, je ne suis pas un juge. Et ce que je sais, lorsque, pour de pareils rapports, qui créent déjà la suspicion, le rapport doit être introduit au parquet. Seul le parquet peut nous éclairer dans cette situation. Quand vous rentrez dans cet état-là, vous ne vous en sortirez pas. À partir du moment où vous ne pouvez pas aller demander des documents pour contrecarrer ou bien pour comparer à ce qui est dit dans le rapport. Mais je vous assure que moi j'ai lu déjà à l'entame du rapport certaines dispositions qui nous convainc aujourd'hui qu'il y a suspicion de fraude. Sur cette base déjà, je dis qu'il revient au chef de l'État d'introduire ce rapport à la cour, au tribunal, pour régler tout ça là. Seul le tribunal aujourd'hui est à même d'interpeller qui que ce soit pour répondre de cette lacune-là. N'allons pas nous chercher sur papier. Pour vous, c'est une perte de temps que de vouloir savoir tout ce qui peut être expliqué autour des manquements éventuels. Puisque mais quand le rapport annonce déjà dès le début qu'un ministre ne veut pas participer même à un audit qui est effectué par la Cour des comptes, alors que ce ministère-là est auteur des dépenses. Mais il y a un problème. Ça crée déjà la suspicion de fraude. Deuxième, et je vous dis, un second élément, dans le rapport, on n'a pas pris soin de dire la Banque mondiale a donné tant, le FMI a donné tant, l'Union européenne a donné tant, la BCE a donné... Non! Comment, alors qu'on a prévu dans ce fonds, ceux qui doivent cotiser, ceux qui doivent déposer les sous. Et on fait un rapport, on ne précise pas ce que chacun a donné. Ça, c'est une suspicion de fraude. Donc je vous dis qu'il revient à la justice de régler ça, de nous éclairer sur la question. Très souvent, venant d'un certain nombre de Togolais, ils ont très peu foi en la justice togolaise. Est-ce que vous pensez que finalement cette justice peut vous sauver là, dans une situation où vous voulez avoir beaucoup plus de vérité? Mais à partir du moment où ce qui est écrit par la Cour constitutionnelle, c'est précis. J'ai commencé par dire que ce ne sont pas des phrases qui sont faites, mais c'est des phrases qui sont écrites. Mais il faut avoir quand même confiance un peu
à cette justice, s'il y a parmi vous savez, il y a toujours des brebis galeuses, mais il y a quand même aussi des gens qui font du bon travail. On sait que le gouvernement est sollicité partout, notamment sur le front de lutte contre le terrorisme. On va revenir sur ce dossier puisque de plus en plus de civils sont tués dans cette région du Togo et le gouvernement togolais a déclenché un certain nombre de mécanismes, notamment un plan d'urgence. Et qu'est-ce que le gouvernement peut faire plus? Qu'est-ce que les Togolais peuvent faire plus pour venir à bout de ce phénomène, pour aider à ce que les Togolais qui sont là-bas se sentent Togolais? Puisqu'il arrive que certains Togolais de cette partie se sentent abandonnés. Les Togolais se sont abandonnés par le pouvoir en place. Ce n'est pas Atanchi ou bien l'ANC qui en est responsable. Le gouvernement a invité les partis politiques pour une meilleure réflexion. Une meilleure réflexion pour contrecarrer cette situation nationale. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement seul. C'est l'affaire de tous les Togolais. Il faut un dialogue national pour des propositions concrètes. Alors dans ce sens-là. Est-ce qu'il faut attendre que le Sud soit envahi avant qu'on ne comprenne ce qui se passe dans ce Nord-là? C'est la question que moi je me pose. C'est la question que nous on se pose à l'ANC. Aujourd'hui, ces 6 mois, on dit, les populations disent il y a plutôt 21 ou bien 61 morts. Et où allons-nous avec tout ça? On n'en parle pas comme le font les gens. On dit que si on en parle, ça va créer la panique. Il vaut mieux créer la panique pour trouver des solutions que de voir cacher les tueries. Et puis, jusqu'à un moment donné, tout le Togo est envahi. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi on nous cache les tueries? Pourquoi nous cache-t-on ces tueries-là? On nous dit officiellement qu'il y a 6 morts. Finalement, on dit 21. Aujourd'hui, on parle de 61 morts. Où allons-nous? Mais en fait, moi, j'ai jamais entendu 61 morts. Moi, j'ai entendu 61 morts. Où ça? Bon, au Togo. Ben, si on n'est pas d'accord, que le gouvernement tranche. Que le gouvernement tranche. Qu'on nous dise ce qui se passe réellement. Pourquoi on nous cache des informations? C'est un appel que vous lancez. Oui. Sans doute que... Nous avons des frères là-bas. Nous avons des frères dans le Pendjal. Le Pendjal n'est pas une propriété du gouvernement. Nous avons des frères dans le Pendjal. Nous avons le fait dans comment on appelle ça? Dans le nord, dans le septentrion, qui nous informe régulièrement de ce qui se passe là-bas. Donc, on n'a pas à nous cacher les informations. Le gouvernement prend ses responsabilités. Le gouvernement a invité les partis politiques pour une réunion, une discussion réelle, pour que des propositions concrètes soient faites pour aller dans ce sens-là. Vous lancez donc un nouvel appel pour un dialogue national, carrément. Dans quelques jours, 3 jours au maximum, vous savez de quoi il est question, les baraquements, les boutiques installées un peu partout, notamment dans les conteneurs, aux abords des principales voies, ces baraquements-là doivent être dégagés. Et d'abord, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Le chemin qu'on mène vers ce dégagement-là? Ouais, vous savez, c'est au Togo que les choses se passent comme ça. Bon, je ne dis pas que l'initiative est mauvaise. C'est une bonne initiative lorsqu'on veut embellir une ville. Mais les dispositions en amont doivent être prises. Il ne s'agit pas de chasser les gens dans la rue. Mais vous les envoyez où? Quelles sont les dispositions qui sont prises par le gouvernement vis-à-vis des communes pour que ce travail-là, cette évacuation soit faite? Parce que nous avons des expériences qui sont faites dans plusieurs villes, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin à côté, même le Ghana. Nous avons des expériences qui sont là. Des dispositions sont prises. Des études sérieuses sont menées. Les populations concernées sont identifiées. Des réflexions sont faites. Les moyens sont mis à la disposition des communes pour accueillir ça là, ces populations-là. Vous voyez ce que je dis? Mais qu'est-ce que le gouvernement fait ici? Non, il ne savait pas de prendre des dates, des délais, tout ça là pour... Non. Mais bon, au fait, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Mais c'est ce que nous constatons. Des dispositions doivent être prises. Une étude préalable doit être faite en amont pour identifier les concernés. Qu'est-ce qu'on fait pour ces concernés? Ils seront évacués et envoyés où? Quelle assistance apporter à ces gens-là? Sans ça, c'est du bluff. Vous savez que cette opération... C'est de la pagaille.
C'était depuis le mois de novembre que nous avons entendu pour la première fois parler de cette opération qui va aboutir à désengorger les principales voies de Lomé. Oui. Mais la question aussi, c'est de savoir si l'opération va rester juste au niveau des principales voies ou cette opération va être menée également dans les ruelles, puisqu'il y a une certaine confusion là. Beaucoup qui ont des boutiques carrément dans les ruelles se posent également des questions. Mais on a écouté ou on a lu venant de votre président Jean-Pierre Favre, il dit qu'il faut réaliser cette opération sans heure. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Qu'est-ce qui est trop tard? Puisqu'il nous reste 72 heures, le ministre a affirmé cette semaine ça, que cette date est maintenue. Mais ça ne veut rien dire, il n'a qu'à maintenir la date. C'est la population qui en pâtisseront. Vous voyez, les gens ont faim, les gens ne trouvent pas à manger, le peu qu'ils font dans les rues pour se faire vivre leur famille, vous dites, bon, il faut les dégager, parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Les gens n'ont pas les difficultés pour savoir, ils ne savent pas comment il est difficile aux populations, aux pères et aux mamans, de faire vivre leurs enfants à la maison au quotidien. Donc c'est très facile de dire, évacuer les rues. J'ai répondu, j'ai dit que on ne prend pas cette décision d'un coup de tête. La décision doit être mûrie par le pouvoir en place, le gouvernement. Et les communes concernées. Des études au préalable doivent être faites. Les concernés doivent être identifiés. Comment les aider et où les envoyer lorsque vous dégagez. Vous savez, le rôle d'un maire, le maire protège ses administrés. Vis-à-vis du pouvoir en place, c'est le rôle d'un maire. Le maire, là, il protège ses administrés. Les membres de sa communauté. Quels sont les moyens qui sont mis à la disposition des maires pour évacuer la population dans la rue? C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme on connaît le pouvoir en place, bon, si il veut aller par la force, il ira par la force et on va en subir tous. On va subir tous les conséquences. C'est très simple. Il nous reste 1 minute pour clôturer cette émission. On va revenir une dernière fois sur votre meeting qui va avoir lieu dans quelques instants du côté d'Agonivé. Vous voudrez bien repréciser? Oui. Le meeting aura lieu tout à l'heure à Agonivé. Derrière, quand vous venez de Lomé vers Agonivé, vous dépassez la Bank of Africa qui est à gauche. La station Shell. Bon, il vaut mieux aller vers le terrain. Au carrefour, après le terrain, le dernier carrefour après le terrain, vous bifurquez à votre gauche. Comme si vous revenez vers le carrefour Bodjona. Vous allez voir les banderoles, tout ça, qui vous indique le site. Donc, je vous invite, chers compatriotes. Est-ce que c'est votre conclusion? Oui, c'est ma conclusion. Merci donc d'être venu, Edem Atanchi. Oui. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint. Chargé des affaires politiques. Chargé des affaires politiques et membre de la commission communication de l'ANC. L'émission, elle s'achève. Merci à Vincent Selas Boga pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Bonne suite de programme sur Pyramide FM. Au revoir.